Salut à tous! Pour cette nouvelle vidéo, je vous propose un entretien avec un investigateur de la question des psychédéliques notamment, mais également un investigateur de la spiritualité à l'ère moderne. On parle ici de l'auteur de 2 bouquins, mais aussi le fondateur de la page Comme un curieux hasard sur Facebook, qui cumule près de 30 000 followers, je crois, et d'un conférencier TEDx. D'ailleurs, de plein d'autres choses encore, puisque vous allez voir que c'est quelqu'un qui a énormément de choses hyper intéressantes à raconter, notamment sur son expérience personnelle de ces molécules, mais également du lien que ces mêmes molécules ont pu avoir avec les religions, qu'elles soient actuelles ou passées. C'est donc avec grand plaisir que j'accueille sur la Gazette de l'Abîme Monsieur Stéphane Schillinger. Si ces vidéos vous plaisent, comme d'hab, n'hésitez pas à les liker, à les partager, à les commenter, bref, faire toutes ces actions qui nous permettent de remonter sur les moteurs de recherche YouTube. Au cas où vous n'en étiez pas aperçu, les sujets qu'on aborde ici sont assez subversifs à l'heure actuelle et ils ont assez peu de chances de créer une monétisation. Et donc si vous avez envie de participer à l'existence de cette chaîne, vous pouvez le faire en nous envoyant un tip sur notre page Tipeee. Et d'ailleurs, à ce sujet-là, je vous propose désormais une contrepartie. Si vous en avez envie, au-delà d'une participation d'un montant de 20 euros, je vous envoie désormais l'illustration de votre choix. Vous allez voir, on a désormais 4 illustrations au format A4 à vous proposer. Chacune d'entre elles a servi notamment à faire les couvertures de ces vidéos, mais ont également participé à leur contenu. Vous allez voir qu'on retrouve quelques-unes de ces illustrations dans les vidéos de Terence McKenna, je crois, ou de Carl Gustav Jung. Si ça vous intéresse, ces illustrations, elles ont été réalisées par moi et elles sont le résultat, une sorte de témoignage de mes propres expériences psychédéliques. Les moments les plus forts ou les moments les plus significatifs que j'ai cherché à mettre en image de façon à participer à une sorte de mise en image de ce que peut être l'expérience psychédélique. Donc voilà, si vous avez envie de nous aider, si vous avez envie de participer à l'existence de cette chaîne ou si vous avez juste envie de décorer votre salon, votre couloir, votre chambre ou vos toilettes, une contribution de 20 euros ou plus sur Tipeee, un petit message sur Tipeee pour me dire quelle illustration vous souhaitez recevoir et à quelle adresse vous l'envoyez, et puis voilà, je pense qu'on s'en sortira comme ça. Et ce sera avec grand plaisir que je vous enverrai une ou plusieurs de ces illustrations. Je vous laisse désormais avec Stéphane Schillinger sur la Gazette de l'Abîme. À bientôt. J'ai eu une première vie de joueur de billard et puis après j'étais pendant une quinzaine d'années gestionnaire de fortune D'accord. et maintenant plus rien. Où on va dire je me consacre à ce qui m'anime D'accord. depuis toujours et ma carrière m'a tenu loin de ce qui m'animait et qu'on pourrait englober sous le mot spiritualité. D'accord. Pour aider à cette dimension spirituelle, effectivement, il y a eu des expériences, notamment avec ce qui nous intéresse ici sur ta super chaîne, Ouais. euh, les Les psychédéliques psychédéliques, on peut le dire. On peut le dire. au sens Voilà. large, au sens large du terme. C'est vrai qu'on fait pas mal de circonvolutions généralement autour des médecines, des plantes, etc. Enfin, voilà, c'est le but de cette chaîne, c'est de parler clairement de ce que sont les psychédéliques, ce que sont les molécules psychédéliques qui ont la capacité de changer notre prisme de conscience. Et donc, c'est ce dont tu as fait notamment l'expérience. Est-ce que tu peux nous parler de cette expérience? Alors, cette expérience, du coup, ça implique l'expérience au sens large du terme, hein, Mhm. du psychédélisme au sens large. Euh, il y en a eu beaucoup, mais celle qui me tient le plus à cœur, c'est essentiellement la rencontre avec l'ayahuasca. Et incidemment, faut-il le préciser, c'est avec la molécule à l'intérieur de l'ayahuasca qu'on appelle l'ADMT ou le DMT, dont l'ayahuasca, en fait, la liane, n'est qu'un potentialisateur dans la mesure où la molécule présente dans la liane va éviter la dégradation de la DMT qui est absorbée dans le breuvage. Mais il y a également la possibilité de consommer la DMT via d'autres moyens, de manière beaucoup plus directe et beaucoup plus pure. Mais oui, par exemple, euh, l'expérience de l'ayahuasca, elle s'est faite pour de nombreuses fois au Pérou, donc dans un cadre légal. Et qu'est-ce que je peux dire à ce sujet? Quand on parle de psychédélique, c'est
Aujourd'hui, dans la société dans laquelle on est, surtout européenne, parce qu'aux États-Unis, ce qui est en train de se passer, c'est très, très différent. Hein. Les psychédéliques, on voit au chapitre dans le New York Times, en prime time, dans les podcasts qui sont vus des millions de fois. Aux États-Unis, en ce moment, et au Canada aussi, depuis maintenant 3-4 ans, de manière plus intense, on parle de psychédéliques comme on parle de bière ou de vin, puisqu'on a compris en fait la quasi-innocuité de plusieurs substances quand elles sont utilisées correctement. Euh, donc, euh, la croyance, on va dire, qui est très enracinée dans notre héritage culturel, et ce depuis la guerre envers les drogues qui a commencé avec Reagan en 73, c'est que toutes ces substances qu'on va d'ailleurs enfermer à tort dans le mot drogue sont en fait, ne viennent pas, comme on le croit, restreindre notre perception de la réalité ou l'altérer ou créer des addictions, mais au contraire, va venir ouvrir, approfondir et guérir des addictions. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, les études scientifiques, maintenant il y en a de plus en plus, et le rythme va s'accélérer puisque les financements commencent à arriver, sur des points, on va dire, des postulats purement factuels. Le LSD soigne l'alcoolisme. La MDMA soigne le stress post-traumatique. Et donc, il y a des entreprises qui sont en train de travailler là-dessus, avec des financements notamment gouvernementaux pour développer ça, puisqu'on se rend compte que ces substances-là ont des impacts beaucoup, beaucoup plus efficaces que ce que souhaitent nous vendre les laboratoires pharmaceutiques tout au long de notre vie. C'est-à-dire simplement une solution thérapeutique à l'anxiété, la dépression, c'est à ça que tu fais Voilà, c'est ce qu'on est en train de prouver, non pas de découvrir, puisque ça fait 50 000 ans qu'on l'a découvert à travers le chamanisme. Bien sûr. On l'a bien sûr oublié, mais on est en train de le prouver, puisque les gens ont besoin de scientisme, hein, les gens ont besoin de science et les gouvernements ont besoin de ça, on est en train de le prouver maintenant. Donc oui, à travers notamment le LSD, la MDMA, la DMT, la kétamine, ça, il y a des applications thérapeutiques qui dépassent, mais alors de très très loin, et la psilocybine bien sûr, qui dépassent de très très loin les inconvénients, puisque dans chaque année, par exemple, à titre de pur exemple, hein, il y a des listes de médicaments qui sont retirés de la circulation parce que les inconvénients du médicament ingéré deviennent plus importants que les bénéfices. Là, de réaliser, c'est l'inverse avec les psychédéliques. D'accord. Et ça, c'est effectivement tout, on va dire, toute l'actualité des psychédéliques, notamment au Canada, enfin, dans l'ensemble de l'Amérique du Nord, où effectivement, c'est des données qui sont c'est des choses qui sont très investiguées et qui vont très potentiellement aboutir à une légalisation. C'est encore quasiment inexistant en Europe et surtout en France. Et c'est un petit peu la raison pour laquelle j'ai envie d'interroger des personnes comme toi, en fait, qui pourraient nous rendre compte de leur expérience personnelle ou d'un rapport personnel qu'ils ont eu avec l'une de ces substances, d'une expérience ou une autre. En fait, quelle est, selon toi, la chirurgie psychique qui peut s'opérer? Qu'est-ce qui s'est opéré en toi, en fait, pour décider de prendre le chemin que tu as pris et opérer les changements que tu as fait dans ta vie à la suite de cette rencontre-là, quoi? Ok, c'est une question extrêmement prosaïque et concrète pour quelque chose sur lequel on ne peut pas forcément mettre de mots. Donc, c'est vrai. C'est vrai. Et c'est la raison pour laquelle je suis spécifiquement prosaïque, en fait, puisque le but ici, c'est aussi de s'adresser à des personnes qui ne savent pas de quoi toi ou moi avons fait l'expérience. Et le but, c'est justement d'essayer de remettre cette chose-là qui peut complètement transcender notre perception du réel, mais dans un contexte aussi prosaïque que possible pour qu'il puisse être entendu, en fait. Et j'aime beaucoup cette approche. Donc, comment est-ce que je vais pouvoir enfermer tout ça dans des mots? Déjà, il y a quelque chose que j'ai déjà dit, mais j'aimerais le redire. Ce n'est pas une altération de la réalité, ce n'est pas une diminution du champ de perception, ce n'est pas, on ne plane pas, on n'est pas défoncé. C'est en tout cas, pour ma part et pour beaucoup de ceux qui écrivent à ce sujet ou qui sont le porte-parole de ce sujet-là, c'est une augmentation
de la perception de la réalité, une redéfinition de la réalité dans le bon sens du terme, puisqu'on accède à une réalité qui est plus profonde, plus complexe, plus subtile. Ce qu'on peut appeler, dans une considération un petit peu plus spirituelle, un élargissement du champ de conscience, c'est-à-dire qu'à cause de nos peurs, à cause de nos traumatismes, à cause de nos expériences d'enfants, d'adolescence, à cause de notre métier, de nos addictions, on a une perception de la réalité qui ressemble à quelque chose comme un tunnel ou avec des œillères. Et les peurs viennent se placer ici, les traumatismes viennent se placer là, et donc on avance dans une direction qui va nous perturber le moins possible. On est en mode survie. Eh bien, tout simplement, l'impact que peuvent avoir les psychédéliques, en tout cas ce qui a pu être le cas pour moi, c'est l'effondrement de ces murs qui participent à une vision tronquée de l'existence ou alors à une vision déformée de l'existence. Quelqu'un qui a une phobie, par exemple, des araignées, il va exagérer la portée que peut avoir un éventuel contact avec une araignée. Un psychédélique, par exemple, peut venir réorienter cette perception. Moi, j'aime bien dire on fait un pas de côté. Mhm. Après, dans des considérations purement scientifiques, les récentes études qui sont sorties, le LSD vient augmenter la connectivité à l'intérieur du cerveau et l'ayahuasca, donc l'ADMT, participe à la neurogénèse et à la plasticité du cerveau. Tout ça, c'est vraiment prouvé scientifiquement. On n'est pas du tout dans l'évangélisme ou quoi que ce soit. Je suppose que tu fais référence aux études de Robin Carhart-Harris qui ont été conduites à Londres, notamment pour justement un petit peu étudier les effets de la psilocybine, notamment sur l'activité cérébrale. Bien sûr, il y a ça, Ouais. mais il y a encore 2 ans, il y avait 3 études sur lesquelles on essayait de s'appuyer pour parler du truc. Aujourd'hui, je pense qu'on est à une 30-35 études qui vont dans ce sens-là et ça va aller de manière exponentielle, quoi. Donc, j'ai un petit peu du mal à arriver à mon expérience personnelle, mais en fait… On a le temps. Ouais. Concrètement, c'est rentrer en contact avec un monde qui est beaucoup plus réel que notre monde, mais qui n'est pas notre monde, mais dans lequel notre monde est inclus, ou duquel notre monde est une émanation. C'est un petit peu comme la caverne de Platon, où on est en train de… Platon, je ne sais pas, tu connais cette métaphore, hein, le mythe de la caverne, où on est en train de regarder les ombres. En fait, prendre des psychédéliques dans des conditions appropriées, sécurisées, avec tout ce qu'il faut, revient à sortir de la caverne, en fait. Ouais, d'accord. Voilà ce que je pourrais donner comme la meilleure description. Alors, certaines traditions vont appeler ça l'éveil. Dans le zen, on appelle ça le satori. Dans le christianisme, on appelle ça une épiphanie. Dans le bouddhisme, on appelle parfois ça samadhi ou nirvana. D'ailleurs, samadhi, c'est dans l'hindouisme. Voilà, alors on essaye de mettre cette expérience-là dans des mots. Et en ce qui me concerne, pour essayer de la détailler un petit peu plus, c'est tout simplement la dissolution entre ce que je crois être et ce que je suis vraiment, ou entre ce que nous croyons être, c'est-à-dire l'attachement à une identité. Donc, tu crois être Balthazar, je crois être Stéphane, mais en fait, en réalité, et ça fait juste 5000 ans qu'on nous le dit, ça fait 5000 ans que c'est écrit et c'est réinterprété tout le temps, c'est que nous sommes beaucoup, beaucoup plus que ça. Et ce concept identitaire auquel on est attaché fait qu'on est en train de poursuivre des choses sur lesquelles nous n'avons aucun contrôle et qui nous font souffrir. Eh bien, une des grandes définitions, une des nombreuses définitions de l'expérience psychédélique, qu'elle soit avec du LSD, de la DMT, de la psilocybine, peu importe, c'est la dissolution des frontières entre le moi et le tout. Donc Freud, avant les psychédéliques, qui était d'ailleurs un éminent cocaïnomane, qui n'est pas un psychédélique, donc on ne parle pas de ça, mais Freud décrivait ça comme le sentiment océanique. Jung a développé ça plus tard avec son concept d'inconscient collectif. Teilhard de Chardin l'a développé plus tard avec le concept de noosphère. C'est-à-dire que ces gens-là, dont les travaux m'interpellent beaucoup, et pas que moi, développent l'idée, théorisent l'idée, depuis maintenant plus d'un siècle, d'une intelligence collective, d'une conscience universelle, à laquelle on peut se relier. Tout simplement, au quotidien, on est complètement aveuglé, on va dire,
par notre ego, par nos peurs, par nos poursuites, par ce qu'on essaye de contrôler. Et les psychédéliques viennent annihiler cette part-là, l'éteindre pendant une courte période, ce qui nous permet de voir ce qu'il y a derrière le voile. Et donc, Voilà, c'est une forme de dissolvant au final. Je suis aussi en fait à la recherche de beaucoup de façons de le décrire, et c'est vrai que y a cette idée de dissoudre, on va dire, un certain nombre de structures qui sont de l'ordre de la croyance pour retourner à un espèce d'état qui est au-delà en fait de la croyance. Et à ce sujet-là, finalement, enfin, c'est-à-dire, il y a toutes les images que tu as données, effectivement, en faisant que ce soit l'inconscient collectif vu par Jung ou le samadhi et ce genre de choses. Oui. Et puis, finalement, la caverne de Platon, et tu as même ces espèces d'analogies que tu peux retrouver dans la culture pop avec Matrix entre la pilule bleue et la pilule rouge, quoi. Absolument. Moi, j'aime beaucoup la métaphore de Matrix parce qu'en fait, la pilule rouge, c'est potentiellement un psychédélique, puisque dans Matrix, on parle d'un réveil à une autre réalité. Ouais. Différence près qu'avec le psychédélique ou l'antéogène, je préfère les appeler antéogènes que psychédéliques, mais c'est pas grave. Est-ce que tu peux spécifier pour ceux qui ne savent pas ce que c'est, l'antéogène, en fait, qu'est-ce que tu veux dire par antéogène par rapport à psychédélique? Alors, théos comme théologie, Dieu, gène qui génère, et en soi. Donc, il génère le sentiment divin en soi. Je suis toujours très prudent avec le mot divin et Dieu parce qu'on peut mettre un tas de conneries à l'intérieur. Ouais. Néanmoins, quelque chose de beaucoup plus universel. Donc, le sentiment d'une profondeur, d'une universalité, d'une collectivité, d'une intelligence qui est beaucoup plus universelle, si on ne veut pas utiliser le mot Dieu, en soi. Et donc, un psychédélique n'est pas forcément antéogène. D'accord. Voilà. Et donc, il existe dans la famille des psychédéliques des substances qui sont en exclusivité, je crois, voire en très très grande partie, de nature végétale, et elles se trouvent dans la nature, à l'état naturel. Et pour celles qui ne sont pas végétales, elles sont fongiques, tout simplement. D'accord. Ok. Je te laisse continuer. Ouais, où est-ce qu'on en était? Tu disais chercher des métaphores. J'aime beaucoup l'image de la grenouille du puits. Tu as entendu parler de ça? Pas du tout. Bon, c'est la grenouille du puits, quoi. C'est-à-dire, elle règne sur son puits, c'est la bosse, quoi. Enfin, il n'y a que elle, on lui la fait pas à l'envers, elle sait tout sur tout, voilà. Et puis un jour, au-dessus, tu vois, il y a une petite grenouille qui arrive, elle dit, mais t'es qui, toi? Moi, je suis la grenouille des océans. C'est quoi l'océan? C'est quoi ton truc? L'océan, c'est grand. Mais comment ça, tu veux dire c'est grand comme la moitié de mon puits? Non, c'est beaucoup plus grand. Attends, tu vas quand même pas me dire que c'est grand comme la totalité de mon puits. Écoute, on arrête de discuter, tu montes et puis je te montre. Et puis la grenouille du puits, elle sort du puits, elle voit l'océan et sa tête explose. Et c'est un peu ça, la démarche psychédélique, c'est-à-dire que on vit dans une réalité que nous pensons réelle. Et qu'est-ce qui vient définir chez nous, comme un des mortels, la notion de réalité? Eh bien, c'est tout ce qui est perceptible par nos 5 sens. Sauf qu'on oublie bien volontiers que notre œil ne perçoit qu'1% du spectre lumineux et que notre oreille ne perçoit que 0,5% de tout le spectre auditif sonore possible. Donc en fait, ce qu'on est en train de voir, et là, ce qu'on est en train d'expérimenter, c'est à peu près 1% de tout ce qui existe. Eh bien, le postulat, c'est tout simplement que le psychédélique va nous faire accéder à 10%, peut-être, mais avec des sens que nous n'arrivons pas à développer en ce moment même dans un état normal. C'est ce que Aldous Huxley a essayé de développer dans les portes de la perception, puisqu'il dit en fait, en substance, notre cerveau d'une part n'est pas un émetteur, mais un récepteur de quelque chose de beaucoup plus universel. Et pour ce faire, le cerveau n'agit pas comme quelque chose de super intelligent, machin, mais agit plutôt comme un filtre. Il est là pour réduire tout ce qu'on perçoit, pour qu'on puisse tout simplement interagir avec notre quotidien. Par exemple, là, je ne suis pas en train de percevoir les ondes Wi-Fi, les ondes radio, il y a plein de choses que je ne vois pas, mais qui existent pourtant. Et le fait de ne pas les voir, mon cerveau les filtre pour me permettre d'interagir avec toi et avec la réalité. Eh bien, les psychédéliques viennent un petit peu ouvrir ce filtre-là pour nous permettre de percevoir des choses qui sont tout aussi réelles et en réalité beaucoup plus réelles que le 1% de ce qu'on perçoit à chaque seconde de notre vie. Ce qui est une idée qui est quand même très difficile à exprimer généralement à des gens qui ne savent pas de quoi on parle. Donc, je trouve que tu le fais super bien et c'est vraiment cool. Est-ce que tu pourrais
de ce point de vue, en rebondissant sur ce point de vue-là, quelle est ta compréhension de l'intérêt thérapeutique des psychédéliques au regard de ce que tu décris? C'est-à-dire, voilà, on a cette ouverture de conscience et c'est vrai qu'aujourd'hui, on va dire, notamment aux États-Unis, en Amérique du Nord, les psychédéliques font leur entrée dans le débat public, leur retour dans le débat public dans ce cas-là, puisque les années 60 ont vu largement passer quantité de LSD, etc. Mais aujourd'hui, ils sont de retour sur le plan thérapeutique. Et la grande difficulté, le truc assez difficile à faire comprendre, c'est quel est le lien entre ce que tu décris et l'intérêt thérapeutique que ça peut constituer. Alors, je peux en parler. Il y a des gens qui en parlent déjà beaucoup mieux que moi, comme Olivier Chambon, Jocelyn Morisson, qui vont, et énormément de personnes aux États-Unis, qui vont développer l'intérêt thérapeutique des psychédéliques. En fait, je suis toujours très prudent avec le mot thérapeutique parce que ce n'est pas vraiment mon domaine, Ouais. même si je me positionne en tant que thérapeute, je reste toujours extrêmement prudent. En fait, d'un point de vue purement psychologique, puisque c'est cet aspect-là que j'ai envie d'aborder ici, beaucoup de résolution ou d'amélioration, que ce soit d'une condition psychologique ou que ce soit d'un comportement ou quoi que ce soit qu'on souhaite changer, beaucoup d'amélioration ou de résolution se font à travers des prises de conscience. Prendre conscience pour se libérer progressivement d'une addiction, il suffit déjà, qu'on vient déjà avant toute chose d'en prendre conscience. Pareil pour les comportements qu'on peut avoir à l'intérieur d'un couple, pour toute forme d'entrave au bonheur, il suffit de prendre conscience. Et en fait, le psychédélique, ou l'expérience psychédélique à proprement parler, va nous permettre de prendre conscience de choses dont on n'avait pas conscience avant. Tout simplement par le processus de la dissolution de l'ego, par le processus de percevoir le monde d'une manière différente. On pourrait donner une nouvelle métaphore, c'est-à-dire que dans le bouddhisme, il y a une phrase qui dit « l'œil ne peut pas se voir lui-même ». Donc, tu es obligé de sortir de ta position pour pouvoir te regarder. Ou bien quelqu'un qui vit dans une petite maison sur la plage et ne sort jamais de sa maison ne peut pas voir quelle est la couleur de sa maison ni la forme de sa maison à l'extérieur. Il n'en a aucune idée. Il est obligé de sortir de la maison, monter sur la falaise pour se rendre compte qu'il y a éventuellement une chose à réparer ou pour se rendre compte qu'il aimerait changer la couleur du toit ou peu importe. Eh bien, c'est ça l'expérience psychédélique, c'est tout simplement on sort de la maison, on prend un petit peu de hauteur et on regarde. C'est une des innombrables définitions de l'expérience psychédélique. Et rien qu'en ça, le fait de changer de point de vue peut avoir un impact thérapeutique fort, voire immédiat. C'est-à-dire, en fait, entre guillemets, faire un pas hors de son corps, faire un pas hors de sa perception, voire faire un pas carrément hors de sa culture, en fait, pour regarder les choses sous un nouvel angle. Oui, alors pareil, hors de son corps, c'est pas du tout quelque chose de systématique. Il ne faut pas s'imaginer, pour ceux qui nous regardent, que c'est une sortie de corps. Ce sont des choses peuvent arriver, et d'ailleurs, quand ça arrive, ça nous permet de prendre conscience, dis donc, je ne suis plus du tout dans mon corps. Ce que je suis en train de vivre là, à l'extérieur de mon corps, est beaucoup plus réel que ma vie de tous les jours, donc forcément, je ne suis pas mon corps. Donc ça permet l'ouverture d'une perception beaucoup plus spirituelle de l'existence. Mais ce n'est pas du tout systématique. Parfois, d'ailleurs, on est même extrêmement dans son corps. C'est-à-dire que l'expérience psychédélique, notamment avec l'ayahuasca, peut nous permettre de prendre conscience de tensions, de blocages. L'iboga aussi, qui est une racine africaine dont je ne peux pas trop parler, mais en tout cas, d'un point de vue purement thérapeutique, on arrive à des états modifiés de conscience qui nous permettent d'avoir une conscience accrue sur ce qui est en train de se jouer dans notre corps. D'accord. Là, on voit effectivement, et je trouve que encore une fois, tu résumes ça très très bien, tous les intérêts que ces substances-là peuvent avoir sur le plan, on va dire, thérapeutique, cette capacité à soigner, se soigner soi-même, soigner sa perception du monde, son rapport au monde, etc. Est-ce que tu penses que l'intérêt des psychédéliques transcende l'idée de la thérapie? Est-ce que ça ne sert qu'à ça pour se soigner ou est-ce qu'il y a autre chose à faire à partir de ces mêmes molécules?
Alors, pour moi, c'est justement mon axe de développement, où on va dire ce qui va capter le plus d'intérêt chez moi. Moi, le lien entre psychédélique et thérapie, il me semble l'avoir intégré, mais c'est pas le développement de cette relation entre thérapie et psychédélique que j'ai envie d'offrir au monde. C'est ce qu'il y a pour moi, en tout cas au-delà, c'est la perception de l'existence et donc de ce qu'est l'existence, de ce qu'est cette vie, quelle est la nature de la réalité, qu'est-ce qu'on est en train de faire ici, quelle est la nature de la conscience, et tout ça, ça peut rentrer dans le mot spiritualité. Donc moi, ce qui me fascine, me passionne dans ce domaine-là, c'est le lien entre psychédélique et spiritualité. D'accord. Et pour étayer ce lien-là, j'écris au sujet notamment du chamanisme, de la place des psychédéliques dans le chamanisme, des cultes à mystère notamment, on pourra en parler un peu plus tard, et de l'impact des psychédéliques sur les grandes religions, voire sur toutes les religions en fait. Lequel tu voudrais développer de ces trois thèmes entre On peut tous les développer. J'ai une position qui bouscule un petit peu, puisqu'aujourd'hui en France, je dis en France parce que je constate que c'est pas toujours le cas dans nos pays limitrophes. Il y a une mode du chamanisme. Moi, je suis chaman, moi, je fais des stages, et en fait, on se rend compte quand on étudie un petit peu la chose, et c'est là où mon avis est plutôt tranchant et fait beaucoup débat. Pour moi, il n'y a pas de chamanisme sans psychédélique. D'accord. Est-ce que tu peux développer? En fait, mon postulat, c'est que tout simplement l'homme en tant que tel n'a pas accès à la nature spirituelle des choses sans les outils que la nature lui propose. Et donc, puisqu'on ne peut pas en parler sans vraiment le citer, Terence McKenna développe ça dans plusieurs de ses ouvrages, en fait, c'est que l'évolution des primates et l'élargissement du champ de conscience qui fait de nous des humains est en fait lié à l'absorption de champignons hallucinogènes sur une période de plusieurs milliers d'années. C'est une théorie qui vaut ce qu'elle vaut. Elle est aussi défendue par Albert Hoffman et par Gordon Wasson. C'est la théorie qui voudrait que le langage ait été initié chez les primates par l'absorption de champignons qui auraient créé donc ces synesthésies qui font que la formulation de certains sons se matérialise sous la forme d'images dans la tête des congénères qui perçoivent ces sons. Et c'est ainsi que la communication s'est faite. Je ne savais pas si tu allais développer, donc simplement pour ceux qui ne connaissent pas Terence McKenna, je faisais cette petite parenthèse. Ouais, je me rends compte que tu connais très bien, voire même mieux que moi. Moi, ce qui m'interpelle là-dedans, c'est la différence principale entre le règne animal et nous, c'est la conscience de notre conscience. C'est-à-dire qu'un animal est conscient, nous, on est conscient de notre conscience. Mm-hmm. Une forme de métaconscience, et en fait, qui est générée par l'expérience psychédélique primaire. C'est-à-dire qu'il y a 50 000 ans, quand on courait à poil dans la forêt ou dans la savane, on n'avait pas cet a priori sur les drogues. Il y avait tout simplement des aliments qui nous permettaient de devenir plus musclés, il y avait des aliments qui nous permettaient de courir plus vite, des aliments qui nous... Et quand je dis des aliments, c'est bien sûr toute la pharmacopée au sens très large, et on n'avait pas ce jugement qu'on a aujourd'hui envers les aliments qui viennent modifier notre perception. Par contre, l'alcool, ça y va, ça, il n'y a pas de souci. Oui, c'était finalement une idée culturelle c'est finalement la culture qui nous a inculqué qu'il y a une différence entre un médicament, une épice, un aliment ou une drogue, en fait, alors qu'au final, c'est dans la nature, c'est simplement des éléments qui sont ingérés et qui ont des effets soit nutritifs, soit psychotropes, voilà. soit... oui, Sauf qu'aujourd'hui, on nourrit notre corps, mais ça ne nous vient pas à l'idée de nourrir notre esprit. Alors bien sûr, on va faire du yoga et puis on va se prétendre spirituel, on va faire de la méditation, et puis, mais en fait, là où, alors Terence McKenna dit en anglais, where the pedal touches
the metal. Là où la pédale touche le métal, c'est-à-dire là où les choses se passent, là où vraiment on n'est plus dans la suggestion d'un sentiment, d'une éventuelle spiritualité, où on va parler de vie antérieure, on va parler de guide, on va parler de chamanisme, etc. Non, là, avec les psychédéliques, on est dans de l'expérience spirituelle pure qui n'est pas de l'ordre de la suggestion ou de l'impression. On est dans quelque chose de beaucoup plus réel que ce qu'on est en train de faire là, maintenant, à cette seconde. Et c'est comme ça qu'est né le chamanisme. La définition du chamanisme, c'est l'intermédiation entre l'homme et la nature. Donc déjà là, il y a en quelque sorte une forme on va dire, de contradiction, puisque l'homme est la nature. Mmh. Et on a tendance à dire, oui, il y a nous et puis il y a la nature. Donc on pourrait aussi le décrire d'une autre manière, c'est l'intermédiation entre l'homme et les esprits. Non, nous sommes un esprit enchâssé dans un véhicule de chair et d'os. Donc, je pense, dans ma position en tout cas, pour les détracteurs des psychédéliques ou ceux qui vont parler de chamanisme tout en excluant toute forme psychédélique, puisque c'est aujourd'hui la majorité des gens qui se prétendent chamans, puisque c'est vraiment à la mode. Non, les psychédéliques, non, j'ai pas besoin de ça en fait. Moi, je pense Oui, c'est vrai que c'est une position, que j'arrive pas trop à comprendre. Alors, souvent, je me dis, il y a peut-être des gens, et il doit sûrement exister des consciences qui sont diamétralement opposées à l'idée que je peux me faire de la conscience, qui est quand même relativement limitée dans une perception du réel que peut-être d'autres consciences peuvent complètement transcender. Je n'ai pas la possibilité de vérifier si ça existe ou pas, mais c'est vrai que j'ai du mal à envisager l'idée que certaines personnes puissent atteindre un état de conscience transcendantal, comme le permet les psychédéliques, sans les psychédéliques. Oui, mais l'important, c'est que ces gens-là le croient. Et créer leur peak experience, c'est-à-dire leur expérience maximale, c'est leur cadre de référence. Mmh. C'est un peu l'histoire de la grenouille du puits, sans aucune dimension péjorative là-dedans, sans aucun jugement en fait. Mais je ne peux pas parler des psychédéliques si je n'en ai pas fait l'expérience. Ouais. Donc, par contre, je ne peux pas dire, désolé, moi je médite et je fais du yoga, je n'ai pas besoin de psychédéliques pour rentrer en contact avec la spiritualité. Je pense qu'une approche empreinte d'un peu plus d'humilité peut nous être bénéfique en disant, je ne peux pas atteindre l'éveil par moi-même. Je ne peux pas atteindre l'éveil à travers un livre. Je ne peux pas atteindre l'éveil à travers la Bible, le Coran, la Torah, ou à travers un stage de chamanisme où je construis mon tambour, ou des huttes de sudation. Je pense qu'un tout petit peu plus d'humilité nous permet de dire, voilà, il y a quelque chose qui existe sur Terre, matériellement, qui s'appelle le règne végétal. Cette chose-là, elle est là depuis des milliards d'années avant nous. C'est-à-dire que l'âge du végétal est sans doute, si je ne me trompe pas, quelque chose comme 1000 fois plus élevé que l'âge de l'homme tel qu'on le connaît, à partir du moment de la bipédie. Et cet univers-là, et ça c'est difficile à accepter, cet univers-là, ce règne-là, communique avec nous. Sauf que si on ne l'ingère pas, si on n'ingère pas les bonnes molécules qui sont présentes dans le règne végétal, on ne rentre pas en communication avec le règne végétal. Ça reste de l'ordre de la perception culturelle et pas d'expérience directe. Exactement. Et beaucoup de mes écrits tournent autour de la valeur de l'expérience directe. Il y a, en fait, tu peux parler du goût du citron à quelqu'un qui n'a jamais mangé de citron, tu peux lui en parler pendant 10 ans. Eh bien, au moment où la goutte de citron touchera sa langue, il comprendra plus que ce que tu lui as rabâché pendant 10 ans. Mais ça, c'est le pouvoir de l'expérience directe. Je comprends. Et j'ai cru comprendre que tu t'étais intéressé à ce que d'autres cultures avaient pu produire en fait dans leur rapport au psychédélique. Et il semblerait que les Grecs ont eu eux-mêmes leur propre cérémonie et Oui. leur propre usage des psychédéliques, parce qu'on parle souvent des Aztèques, on parle souvent des peuples amérindiens, etc. On parle un petit peu des Sibériens. Il semblerait d'ailleurs, j'ai très peu de connaissances sur le sujet, donc je ne vais pas trop me lancer là-dedans, mais même toute la culture yogi, en fait, elle a été initiée par une drogue suprême qui est à l'origine de cette culture-là, qu'on appelle le soma, et qui à l'heure actuelle n'est absolument pas identifié dans sa composition. Mais que voilà, finalement, il y a toujours eu, en tout cas très, très régulièrement, dans beaucoup de cultures, un usage
des psychédéliques. Est-ce que toi, tu as un petit peu étayé la question? Explorer, oui. Alors, tu as cité beaucoup d'influences culturelles en me laissant la voie libre vers le soma et la Grèce antique. Le soma, c'est très intéressant parce que justement, et là on pourra aussi faire le lien sur une de mes positions qui est de dire, notamment, dire chamanisme psychédélique ou chamanisme antéogène, c'est un pléonasme. Il n'y a pas de chamanisme sans outils. Bien sûr, tu peux construire ta maison à main nue, mais elle n'aura pas la même gueule que si tu utilises tous les outils que je utilise aujourd'hui. Mais tu y arriveras, il n'y a pas de souci. Je pense qu'en 30 ans, tu peux arriver à construire quelque chose qui ressemble à une maison si tu n'utilises que tes 10 doigts. L'idée, c'est qu'aujourd'hui, on a des outils dans la nature et on ne les utilise pas. Mais ça fait 50 000 ans qu'on les utilise. Ça fait juste à peu près 1500 ans que notamment le christianisme et les grandes religions ont cessé de vouloir les utiliser. Donc ça, c'est le premier postulat. Et le deuxième postulat, c'est que toutes les religions, sans exception, sont nées d'une révélation spirituelle. Et que ces révélations spirituelles, toujours dans une approche d'humilité, on ne l'a pas de manière naturelle. C'est-à-dire que ce qu'on appelle Dieu ne va pas s'adresser à nous juste parce qu'on se promène sur le mont Sinaï. Il y a un rabbin très sérieux qui a fait, et je crois que tu en as parlé, je crois, qui a fait un papier très sérieux sur la révélation des 10 commandements de Moïse, qui est quand même un événement fondateur. En fait, Moïse il était complètement défoncé, quoi, hein. Oui, c'est l'idée, c'est que c'était voilà, ce qui brûlait dans sa tête, c'était Oui. l'acacia qui contient de la diméthyltryptamine et une autre plante qui contenait probablement un inhibiteur des enzymes qui détruisent la diméthyltryptamine, formant une sorte d'analogue à l'ayahuasca qui lui aura permis d'avoir ces visions-là. Quand tu lis les textes sacrés, quand tu lis les textes religieux, mais alors sans accorder aucun crédit à la religion en tant que telle, ni aux dogmes, ni aux interprétations des textes. Quand tu lis la chose de la manière la plus littérale possible, tu as quand même un mec qui est sur une montagne, tu as un buisson qui prend feu, il se prend les fumées dans la gueule et puis Dieu lui parle. À un moment, une approche qui est beaucoup plus posée, prosaïque et on va dire moins spéculatrice, en prenant l'interprétation la plus simple, c'est ça, quoi. Ézéchiel, c'est pareil. Je pense que quiconque, religieux ou pas, lit Ézéchiel avec un regard neuf, si on veut accorder du crédit à ce qui est écrit dans ces bouquins, puisque ce sont juste des bouquins, hein, je pense qu'il y a vraiment beaucoup de choses à découvrir avec un regard neuf qui n'est pas religieux. Ouais. Ces livres ont une valeur historique. Et par exemple, dans la Bible, tu as 206 plantes qui sont mentionnées dans la Bible. Il y en a 206 et il y en a entre 90 et 100 qui font consensus auprès des experts sur leur nature. C'est-à-dire qu'il y a à peu près une centaine de plantes qui font toujours débat. Parmi ces plantes-là, il y a notamment le cannabis, la manne, parce qu'on parle de la manne, mais aujourd'hui, cette plante dans la Bible n'est toujours pas identifiée, une plante qui tombe du ciel et qui est ronde, blanche et de nature spongieuse. Moi, ça m'interpelle. Donc aujourd'hui, personne n'a arrêté de verdict là-dessus. Et puis l'acacia, comme tu le dis, est curieusement la plante au Moyen-Orient qui contient le plus de DMT. L'acacia, c'est le pendant sud-américain de la chacruna. En Amérique du Sud, c'est la chacruna qu'on va mélanger avec l'ayahuasca pour faire le breuvage qui contient le plus de DMT. Au Moyen-Orient, c'est 2 variétés d'acacia. Et on en parle dans la Bible. Et Jésus, dans la Bible, c'était quand même un guérisseur, quoi. Il utilisait des plantes. Ouais. Voilà, pour commencer avec cette histoire de culture et de place des psychédéliques dans la culture, on peut déjà parler de ça, c'est-à-dire de la place centrale des psychédéliques dans le fondement, dans la fondation de l'acte religieux, du sentiment religieux religaré, se relier. Après, ce qu'on en fait, c'est une autre histoire. C'est-à-dire, quelqu'un a une expérience, il va l'institutionnaliser et il va s'intermédier. C'est-à-dire que dans le cadre du chamanisme tel qu'il était pratiqué, eh bien, tout le monde
pouvait ingérer des psychédéliques, le chaman n'était que le dépositaire d'une tradition. Une tradition, c'est quoi? Dans une entreprise aujourd'hui, on a des protocoles et les protocoles permettent la survie de l'entreprise. C'est une démarche sécuritaire pour favoriser la survie de l'entreprise. Eh bien, il y a 50 000 ans, ça s'appelait une tradition. Et aujourd'hui, enfin, ça existait et aujourd'hui, on appelle ça une tradition. Mais c'est exactement la même chose. Donc, le chaman est dépositaire de on va dire, de cette approche sécuritaire qui permet que l'expérience se passe, on va dire, de manière plus ou moins safe. Mais chacun avait accès au transcendant ou au divin, ou à l'âme, ou à l'expérience psychédélique, peu importe comment on l'appelle. À partir du moment où quelqu'un a vécu une expérience très forte, et puis il est redescendu de sa montagne, il est allé au village et il dit le mec là-haut, il m'a dit ça, eh bien, vous n'avez plus besoin de prendre des psychédéliques puisque moi je sais. Et à ce moment-là, on commence à. Tu veux dire, excuse-moi de te couper, mais finalement, ce que tu as l'air d'exprimer ici, c'est que, on va dire, dans des religions qui précédaient les grandes religions actuelles, finalement, chacun était un petit peu son propre oracle, son propre prophète, quoi. Le chaman n'était que là pour, on va dire, faciliter l'accès à une on va dire, à une expérience que chacun pouvait interpréter comme réelle pour son propre compte. Et ce qui s'est passé, et ce qui se serait passé, selon ce que tu dis, avec, par exemple, le christianisme, pour ne citer que lui, c'est qu'à un moment donné, il y a une personne qui est venue se revendiquer comme le dépositaire de l'expérience mystique, créant, on va dire, toute une hiérarchie à partir de là, qui n'existait pas dans des approches plus païennes. C'est un processus de long terme, hein. C'est pas un mec qui, voilà, ça tu l'as bien compris, mais c'est tout simplement dans un but de. C'est une structure qui s'est sociale et dans des considérations purement sociétales. On ne peut pas laisser chacun accéder à la vérité, accéder à sa vérité, accéder au transcendant. C'est pas possible. Il faut hiérarchiser, il faut structurer. Donc à un moment. Désolé les gars, ça vous allez plus pouvoir le consommer. Et je donnerai des exemples bien précis après, parce que moi je sais, parce que moi je l'ai vécu. D'ailleurs, je vais vous expliquer comment je l'ai compris. Et puis on va institutionnaliser cette expérience. Alors les gens y avaient accès dans ce qu'on appelle les cultes à mystère. Les cultes à mystère, c'est l'ancêtre des religions. Par exemple, il y en a un qui s'appelle les mystères d'Éleusis. Tu as les mystères de Dionysos, les mystères de Samothrace, et donc il y avait plein de proto-religions en Grèce antique qui donnaient accès justement à une forme d'initiation. Et dans les années 60-70, certains ont commencé à théoriser le fait que cette initiation se passait par l'intermédiaire de breuvages psychédéliques. Sauf qu'aujourd'hui, on est en train, encore une fois, de le prouver scientifiquement avec des disciplines qui sont en train de quasiment naître, hein, qui est l'archéochimie, l'archéobotanique, où on essaye, dans les ruines de ces endroits qui pratiquaient ces cultes à mystère, ces rites initiatiques, où on retrouve des preuves justement de l'utilisation notamment de l'ergot de seigle. L'ergot de seigle, c'est ce champignon qui pousse sur le seigle, dont a été extrait le LSD, mais on est sur quelque chose d'extrêmement psychédélique. Tu as parlé du soma. Dans la Bhagavad Gita, dans le Rig Veda, qui est un des textes fondateurs de l'hindouisme, tu as une mention très claire à un breuvage psychédélique, qui, comme tu le dis, on appelle ça le soma, et les spécialistes encore se crêpent le chignon aujourd'hui pour dire il y avait quoi dans le soma. Donc aujourd'hui, le consensus fragile, c'est la manite, ou les champignons à psilocybine au sens plus large. Moi, j'ai un avis différent. Pour moi, c'est plutôt le candidat idéal, c'est Peganum armala, la rue syrienne, qui est en fait une plante qui contient de l'armaline, qui est en fait cet inhibiteur qui va permettre à notre corps de ne pas détruire la DMT. DMT que nous produisons à travers nos rêves au moment de la mort et à travers des exercices respiratoires. Alors, j'ai deux questions par rapport à ça. Excuse-moi de te couper, mais simplement, donc l'armaline, tu dis que ce serait de la rue de Syrie, donc qui contient l'inhibiteur qui permet à la DMT d'agir dans le corps sans être détruite. Pourquoi est-ce que, selon toi, ce serait cette substance-là qui, elle seule, en fait, n'est que vaguement, n'est qu'une amorce de l'expérience psychédélique? Ça, c'est ma première question.
Et la deuxième chose, c'est que tu as l'air de sous-tendre que la diméthyltryptamine existerait déjà dans le corps humain. Or, Ok, il me semble à plusieurs reprises que ça a été débunké. Ça, que a priori, en fait, il n'y a aucune preuve de l'existence de la trace de ouais, diméthyltryptamine dans le corps de façon endogène. ok. Alors, euh, première question que tu m'as posée, tout simplement dans la description du soma, on décrit une plante, Ouais. fleur jaune. Mhm. Ça ressemble en rien à un champignon. Moi, dans toutes mes approches, j'essaye d'aller au plus simple, d'aller au plus bête. Ça ne veut pas dire que je suis comment dire, en contradiction avec les théories de Wasson, de McKenna ou de gens qui prétendent que le candidat idéal, c'est l'Amanita muscaria ou certains psilocybes. C'est juste que cette plante à fleurs jaunes n'a absolument pas été identifiée et on parle quand même d'un peuple qui a développé une tradition ayurvédique, c'est-à-dire qui était beaucoup plus expert que nous en matière de plantes. Et ben voilà, il y a également une autre possibilité, c'est le mimosa. Mhm. Mimosa, également une plante à fleurs jaunes qui est de la famille de l'acacia et qui contient, selon notamment Mimosa hostilis, une certaine quantité de DMT. Donc pour moi, il y a des choses qui sont beaucoup plus évidentes au regard des sources purement historiques pour favoriser ces deux plantes en termes, voire même les deux plantes ensemble, qui composeraient un pharmahuasca finalement Mhm. pour le candidat du soma. Ce qui n'exclut absolument pas que ces gens, à cette époque, étaient grands consommateurs de champignons D'accord. hallucinogènes, ou psychédéliques plus précisément, ou Ça a antéogènes. été avéré, ça? J'ai pas les sources. Ouais. Disons que je ne peux pas te citer l'étude en question, mais effectivement, il y a beaucoup de travaux, et notamment des dessins, des gravures, des choses qu'on retrouve qui attestent justement de la présence du champignon. D'accord. D'accord. Ok. Et deuxième question, la présence endogène de DMT, non en tant que telle. Par contre, ce qui est vraiment prouvé, c'est la présence de bufoténine, qui n'est ni plus ni moins qu'un dérivé de la DMT, puisque la bufoténine est composée de 5-MeO-DMT. Donc on sait au moins qu'il y a de la 5-MeO-DMT, et en plus grande quantité, notamment chez les autistes. D'accord. On ne La peut pas dire 5-MeO DMT étant, pour ceux qui ne savent pas ce que c'est, la substance psychoactive que l'on retrouve dans un crapaud que l'on appelle le Bufo alvarius, qui peut être extraite du crapaud en question et que fumée pour avoir une expérience psychédélique relativement, voire extrêmement intense. voilà un exemple pour moi d'une substance qui n'est pas psychédélique, mais antéogène. D'accord. Est-ce que tu peux développer ça? Eh bien, psychédélisme, je crois que tu l'as très très bien expliqué, on ne va pas redonner la définition, mais ça délie la psyché, on a des visions, on a des choses qui sont de l'ordre de la créativité et du lien avec une potentielle intelligence qu'on pourrait qualifier d'externe, d'interne, peu importe. L'expérience du Bufo alvarius et de la 5-MeO-DMT, on est dans quelque chose de beaucoup plus dissolutif. Je ne sais pas si le mot existe, en tout cas, je l'ai peut-être En tout cas, il inventé. marche. En tout cas, il marche. Ouais. Et ne donne pas de vision. On est dans la dissolution pure des frontières de l'ego et dans l'immersion de quelque chose de beaucoup plus grand. On n'est dans aucun cas dans le délisme du psyché. On n'est pas dans le psyché-délisme. On est par contre dans le cas d'une immersion dans quelque chose qui nous dépasse. En Ouais. tout cas, c'est ma définition. Mais voilà un exemple d'une substance qui n'est pas psychédélique, mais qui est antéogène. Ouais. C'est globalement l'expérience que j'en ai eue. J'ai pratiqué le Bufo alvarius une seule fois. Ça m'a suffi, je dirais. Mais Alors, voilà quelque chose de très intéressant avec les psychédéliques pour les gens qui sont, on va dire, euh, comment dire, réfractaires à tout ça. Bah, tu viens de le dire. Les gens imaginent que bah, voilà, tu prends une drogue une seule fois. D'ailleurs, le mot drogue est employé à tort et à travers, et puis tu ne vas plus pouvoir t'en passer. Mais en ouais. fait, la première chose qui arrive quand on vit bah, le Bufo ou le LSD ou une forte expérience aux champignons ou à l'ayahuasca, le premier truc, c'est ah, surtout, j'ai pas envie de le refaire, quoi. Ouais.
Ça Et va, ça va. C'était bien. on va Je se vais prendre calmer. 6-8 mois pour digérer le truc. On Et va se calmer. ouais, non, je suis parfaitement, non, je suis parfaitement Ouais. d'accord. Et donc, oui, excuse-moi, bah, du coup, on a un petit peu, on a un peu digressé, mais pour en revenir effectivement au rapport entre les psychédéliques et les religions dont tu parlais, je te, je te Donc, redirige vers ce sujet-là. merci beaucoup. Le chamanisme, l'emploi des plantes pour accéder à des niveaux de conscience supérieurs, et ensuite on dérive bien sûr vers une logique d'intermédiation, puisqu'il y a dans les psychédéliques et les antéogènes quelque chose de très fortement indésirable pour tout gouvernement ou toute Mhm. institution, c'est l'émancipation. C'est-à-dire que les psychédéliques ont un pouvoir d'émancipation assez extraordinaire. C'est-à-dire, je n'ai plus besoin, quand je découvre ce qui se cache derrière le voile de la réalité, le voile des illusions que les bouddhistes ou les hindouistes appellent Maya. Quand je perce le voile et je découvre, eh bien, tout simplement, je n'ai plus besoin de tout ce que la société m'apporte. L'espace, d'un court temps, hein, on sort pas de la société, mais au moins on voit ce qui se cache derrière. Ouais. Et toutes les manifestations contre la guerre du Vietnam tout ce qui se passait à ce moment-là où on a commencé à interdire les psychédéliques et les drogues aux États-Unis, ben, tout ça, c'était vraiment, en anglais to be fueled, alimenté par une Ouais. circulation libre du LSD. Ouais, bien sûr. Qui en fait enfin, c'est vraiment, quand je dis émancipation, c'est vraiment la découverte d'une identité plus grande et plus autonome. Alors, c'est vrai que ça pose une. Tu arrives en fait à un sujet qui est quand même qui fait l'objet de quand même pas mal de discussions dans les cercles où on s'intéresse aux substances psychédéliques, puisque. Excuse-moi. Puisque il y a de très bonnes chances, comme on l'a dit un petit peu plus tôt dans la vidéo, qu'à un moment donné, les psychédéliques soient en voie de légalisation, ne serait-ce que pour l'intérêt thérapeutique qu'ils C'est déjà le cas, représentent. Pardon? mais c'est déjà le cas. Tu as 3 villes aux États-Unis qui ont absolument tout légalisé à partir Oui, du moment où c'est pas issu d'un laboratoire. Hein. bien sûr, mais ça m'amène à une réflexion et qui effectivement est assez récurrente en fait, qui est que si à un moment donné il y a une légalisation des psychédéliques, il y aura très probablement un business, enfin on va dire oui, une économie psychédélique qui va se mettre en place pour subvenir à la demande qui normalement devrait émerger si jamais il passe à la légalisation. Et la question qui se pose à chaque fois, c'est quelle peut être la répercussion d'une légalisation et d'une économie qui se créerait à partir des psychédéliques dans un contexte capitaliste. En d'autres termes, la question c'est, OK, est-ce que les psychédéliques sont solubles dans le capitalisme? Est-ce qu'à un moment donné, ils vont être absorbés par le système, entre guillemets, dans lequel on évolue, le système occidental, ou est-ce qu'au contraire, en fait, la puissance de l'expérience psychédélique, le côté révélateur que les psychédéliques ont le pouvoir justement de faire transformer, de transformer en gros le système et toutes les problématiques qu'il présente à l'heure actuelle, Ouais. qu'on Moi, n'a pas besoin forcément de lister ici. je penche vraiment sur la deuxième hypothèse. Mm-hmm. Ce qui est en train de se passer actuellement aux États-Unis vient nourrir à la fois les deux hypothèses, hein, puisqu'on voit qu'il y a des sociétés très sérieuses qui sont en train de construire des cliniques à psilocybine, des cliniques à kétamine, etc., hein, notamment au Canada. Ouais. Euh, Moi, je penche pour la deuxième hypothèse, mais c'est purement un acte de foi parce que j'ai vu l'impact que ça a eu dans ma vie, qui était une vie horriblement capitaliste. Ouais. Pour moi, il y a eu une dissolution du comportement capitaliste qui consiste, pour faire un gros raccourci, à accumuler de la richesse et à remplir son sentiment d'insécurité par autre chose, par des choses extérieures. Mais voilà ce que je peux dire. Après, ça, c'est purement de la spéculation. C'est que moi, je pense que le premier effet de la légalisation des psychédéliques, ça va déjà être une réduction massive des risques par une information de la population. Ouais. Et c'est ça aujourd'hui qui fait que le sujet se tire lui-même une balle dans le pied. C'est qu'aujourd'hui, il y a une manière de consommer les psychédéliques qui n'est pas toujours recommandée. Ma position personnelle, c'est que prendre du LSD à titre récréatif,
ou des champignons à titre récréatif, c'est quelque chose de profondément contre-productif Et de potentiellement très dangereux. Enfin, oui, et de c'est. potentiellement très dangereux. Je Et crois que le fils de Nick Cave est mort justement d'une absorption de psychédéliques dans des conditions qui n'étaient pas du tout les il n'est pas conditions. mort de l'absorption des psychédéliques, Excuse-moi, ça a il est coupé. Est-ce mort que tu de... peux répéter? Oui, je disais, il n'est pas mort d'une absorption psychédélique, il est mort des conséquences d'un comportement non réfléchi sous l'influence de psychédéliques, puisqu'ils ont été absorbés des quantités absolument inconsidérées. Et voilà, c'est là qu'arrive l'accident. Ouais, bien Euh, sûr. c'est comme si maintenant tu me dis, bon, bah, je vais essayer l'alcool, et moi je te tends 3 litres de vodka, et je te dis, termine les 3 litres. Ouais. Personne n'aurait idée Eh bien, pour on va sa faire un tour en bagnole derrière. Oui, c'est sûr. Évidemment. Personne n'aurait idée pour sa première expérience, que sais-je, de LSD, de s'envoyer 10 buvards. Il y a tout un, et je le disais tout à l'heure, une tradition, un protocole. On peut appeler ça comme on veut. On appelle ça aussi le set and setting à respecter, comme dans toute chose, comme dans la consommation d'alcool, de sel, de sucre, de café, même le sexe. Il y a un protocole, une tradition, une manière de faire. Et ben là, ces choses-là, ces protocoles n'arrivent pas à l'information, à la perception du commun des mortels dans un cadre où tout est diabolisé, tout est interdit et où on ne peut même pas, selon la loi française, parler des substances illégales sous des termes positifs. C'est-à-dire que là, nous, tous les deux, on a notre place en prison puisqu'on est en train de présenter quelque chose d'interdit sous un jour positif. Eh Et tous bien, ceux qui ont... je Voilà. salue la police française. Bonjour à vous, nous sommes là. Non, je Donc, comprends. Mais évidemment, évidemment, c'est sûr. Mais à un moment donné, il y a enfin, il y a aussi le droit à la liberté d'expression ici. Et ça, je le répète à chaque fois sur cette chaîne, on n'est pas là pour encourager. On n'est pas non. là pour inciter au fait d'outrepasser la loi française ou de prendre des risques, parce que véritablement, les psychédéliques représentent des risques euh, psychiques, physiques, à énormément de niveaux s'ils ne sont pas abordés sérieusement. Donc, l'idée, c'est absolument pas d'en faire comment dire, Ne pas encourager, ne pas faciliter et ne pas le présenter sous un jour positif, ce qui ne nous empêche pas, en fait, de parler de notre expérience personnelle et de donner notre avis sur notre expérience personnelle. exactement, exactement. Ça, Donc voilà. pour Si la police éventuellement, nationale nous regarde, voilà, écoutez ce petit disclaimer et voilà. euh, éventuellement clore le sujet autour du capitalisme et de l'impact de la légalisation, en fait, une métaphore qui me tient à cœur, c'est qu'avec un marteau, tu peux planter un clou ou tu peux tuer quelqu'un. Donc en fait, les psychédéliques auront la place dans la société qu'on leur donne. Qu'est-ce qu'on en fait? Si on utilise les psychédéliques à des fins d'enrichissement parce que ça va nous permettre de créer de nouvelles manières de marketer nos produits, de nouvelles manières de spolier notre voisin parce que ça pousse à la créativité, tout dépend comment on l'utilise en fait. Bien sûr. Donc, c'est pas la légalisation du psychédélique qui va nous mener vers un scénario ou un autre, c'est qu'est-ce qu'on va en faire. D'ailleurs, c'est tout Voilà. le processus de l'intégration qui a normalement lieu quand un psychédélique est correctement ingéré. Il y a le travail d'intégration de qu'est-ce que on a vécu dans cette expérience, quels sont les ressorts symboliques les plus importants de cette expérience et comment est-ce qu'on les traduit dans le monde physique et comment est-ce qu'on les adapte dans le monde physique. Ouais. Avec notre langage. Et d'ailleurs, à cette question, à un moment donné, on a parlé là, un petit peu, avant de parler de la police française, nous avons parlé des protocoles. Et c'est une autre question qui revient assez régulièrement, c'est-à-dire, voilà, en cas de légalisation, il va falloir effectivement installer un protocole, puisque ces substances représentent très clairement des dangers si elles sont mal abordées. Et il y a encore là aussi deux écoles qui on va dire, se chamaillent un petit peu à ce sujet-là. D'un côté, celles qui vont plutôt faire appel à une compréhension scientifique et plutôt à tendance occidentale, on va dire, des psychédéliques et qui donc vont établir un protocole en fonction des tests en double aveugle, de cumul de rapports d'expérience, et d'autres qui vont plutôt privilégier les approches traditionnelles, chamaniques, telles qu'on peut les trouver en Amérique du Sud, etc. Comment est-ce que tu penses quelle serait pour toi la meilleure façon,
si ces substances venaient à être légalisées, en fait, de les administrer dans le monde occidental? J'ai absolument pas de réponse à cette question. D'accord, bon, c'est clair. J'ai absolument pas de réponse à cette question. C'est pas un sujet qui attire mon attention. Le seul truc qui est monté en moi quand tu en as parlé, c'est quelque chose d'assez épidermique. Quand tu dis les psychédéliques représentent un danger, moi, le truc qui est venu en moi, c'est l'alcool aussi. Oui, bien sûr. On a des dizaines de milliers de morts d'alcool dues à l'alcool chaque année, mais on va toujours dire que les psychédéliques représentent un danger. Si on devait faire une comparaison, et d'ailleurs là, pour le coup, les études ne manquent pas, hein, c'est qu'est-ce qui va... Alors, on peut juste ouvrir une petite parenthèse, c'est qu'est-ce qui va caractériser le danger que représente une substance? Eh bien, selon l'OMS et selon la science, il y a 4 facteurs. C'est le caractère addictogène, le mal qu'il fait à notre organisme physique, le mal qu'il fait à notre psyché, et les dommages qu'il crée, et les dommages qu'il crée à la société. Et au regard de ces 4 critères, quand on prend toutes les drogues au sens large du terme, bien sûr, en numéro 1, loin devant toutes les autres substances, tu as l'alcool. Ouais. En deux, tu as l'héroïne. En 3, tu as parfois le tabac, parfois la cocaïne, selon notre manière de mesurer. Mais par contre, tout en bas du classement, en termes de dangerosité, tu as le LSD, la psilocybine et la DMT. Et Ouais, en c'est milieu vrai. de classement, tu as le cannabis, tu as la kétamine, tu as la MDMA, des choses comme ça. Mais voilà, encore une fois, un prisme qu'on a qui est purement sociétal sur notre perception de ces substances-là. Et je crois que tu connais Stéphanie Chaillet, qui a écrit un super livre, Fantastica, qui a donné Très chouette bouquin, ouais. ouais, qui a donné plusieurs interviews à ce sujet. Elle a une position encore plus marquée que la mienne, qui dit mais le LSD est quelque chose d'absolument inoffensif. Personne aujourd'hui sur Terre n'est mort du LSD. Personne aujourd'hui sur Terre n'est mort d'une absorption excessive de champignons hallucinogènes. Ça n'existe pas. Mais Oui, les contre, doses létales sont extrêmement élevées et les morts qui ont eu lieu, c'est on va dire, des suites d'une mauvaise administration dans un mauvais contexte avec la mauvaise préparation, quoi. voilà, c'est ça. Donc Bien elle sûr. a vraiment une position marquée dont je salue le courage. Voilà, tout ça pour la place des psychédéliques dans la société. Je pense que c'était important de préciser la définition du danger Ouais. et ça on peut le trouver hein, si on tape sur Google Drug Harm Chart, on voit le classement très sérieux fait par plusieurs études. C'est la Royal British Society qui, je crois, fait une étude chaque année à ce sujet où on se rend compte qu'en fait, les substances les plus dangereuses, c'est celles qu'on consomme Ouais, ouais. tous les jours. Bah, je le mettrai en lien dans la description dans la description de la vidéo. C'est simplement que, en fait, on est encore dans une phase de découverte, notamment en France. Enfin, voilà, je ne sais pas ce que c'est, si c'est ton cas dans ta vie à toi, dans la mienne. J'ai l'impression d'être le représentant des psychédéliques dans un groupe de population qui, globalement, n'a aucune idée de ce que c'est, quoi. Je te demande pardon, excuse-moi, ça a coupé. Et une catégorie de la population qui vit dans la peur. Oui, voilà, c'est assimilé à quelque chose de festif, de toxique, de dangereux et duquel il faut se méfier. Donc c'est pour ça qu'effectivement, on doit toujours arriver à cette conversation avec les présupposés de oui, ça représente un danger, etc. Et à partir de là, on peut effectivement commencer à dire oui, mais ça représente quand même beaucoup moins de danger au regard de ce que représente l'alcool en termes de toxicité, etc. Bien sûr, bien sûr. Oui. Je te demande pardon? Je disais, je crois qu'on a vraiment digressé du sujet sur les psychédéliques dans les cultures anciennes et dans l'histoire. Ouais, est-ce que tu as envie de revenir là-dessus? Est-ce qu'il y a des Ouais. choses que tu as envie d'ajouter? Je sais que enfin voilà, toi tu travailles beaucoup autour du chamanisme, de l'existence des psychédéliques dans la religion et comment définir au final les psychédéliques au regard de ces informations-là dans la société occidentale. Donc, tu as un boulevard devant toi, je te laisse parler de tout ce que tu veux. Je suis parti un petit peu vite de côté quand on a évoqué les cultes à mystère. Ouais. Donc aujourd'hui, on est en train Alors, est-ce que tu peux reprendre un petit peu, à partir de là, effectivement, ce que c'est les cultes à mystère, etc. Je te laisse écouter.
Donc, le chamanisme, une expérience psychédélique à travers les outils de la nature qui nous permettent d'accéder, appelons-le comme on souhaite, Dieu, le transcendant, l'âme, la source, l'univers, peu importe. Et à un moment, notamment au moins 15e siècle avant JC, on a une forme d'institutionnalisation de ce genre de pratiques qui perdent le nom de chamanisme et qui prennent le nom de cultes à mystère, qui sont en fait des institutions quasi religieuses. On est prudent avec le mot religieux parce que pour moi, quand je dis religieux, c'est qu'il y a dogme. Et là, il n'y a pas de dogme, c'est juste un rite initiatique dans lequel, en plusieurs étapes, on fait boire un breuvage à celui qu'on appelle le myste, qui est le participant à ce rite. Et ce breuvage, on a tout simplement découvert que l'ergot de seigle et la menthe Pouliot, qui est une variété de menthe psychoactive, étaient présents. Et ça, c'était dans quel contexte? Tu dis que c'est au XVe siècle, c'était dans quel... Au XVe siècle avant JC, c'est ce qu'on appelle les mystères d'Éleusis, donc Aéleusis en grec, un rite initiatique. D'accord. Donc, on pourrait appeler ça, je ne sais pas si c'est vraiment juste ce que je vais dire, mais une proto-religion, et dans tous les cas, un paléo-christianisme. D'accord. Et donc, c'était, en dehors de l'absorption de ce breuvage, un culte notamment un culte à Déméter et à Perséphone et à Hadès. Qui étaient, alors les Grecs ne croyaient pas en l'existence de ces divinités, qui étaient davantage des mythes que des religions, et tout simplement, on leur faisait vivre une expérience initiatique à travers l'état modifié de conscience que représentait ou qui était induite par l'ergot de seigle, qui aujourd'hui un petit peu remanié pour éviter les risques liés à l'ergot de seigle, on appelle ça le LSD, qui est en fait l'extraction d'une seule molécule du champignon de l'ergot de seigle qui pousse sur le seigle. Il y avait également à cette époque des bières psychédéliques, puisque l'ergot de seigle dans les cultures qui n'étaient pas contrôlées était beaucoup plus présent qu'en ce moment. Donc les bières qui étaient fabriquées avec le seigle, avec l'orge, on appelle ça l'ergot de seigle, mais ça pousse sur quasiment, si je ne me trompe pas, quasiment 2000 espèces, l'ergot de seigle, pas que sur le seigle. Donc les bières qui étaient fabriquées à la base de plusieurs céréales contenaient de l'ergot de seigle. Donc potentiellement, tout le monde était défoncé au LSD. D'accord. Ce qui peut donner une libre interprétation avec comment dire, à quel point les Grecs ont fait évoluer le monde à travers ce prisme déformé, à travers ou ce prisme reformé, ou à travers cette perception de la réalité immensément plus pertinente. Ok. Et donc, il y a eu Empire romain, on s'est rendu compte qu'il y avait quelque chose qu'on pourrait appeler un paléochristianisme en 300, on est au IIIe siècle après Jésus-Christ, au début du IVe. On se rend compte que, bon, on parle quand même beaucoup d'un mec qui a, au Moyen-Orient, multiplié des pains, fait des miracles, soigné les gens par les plantes. Et on est dans un paléochristianisme, et à un moment, il a fallu, pour, si tu veux, institutionnaliser tout ça, mettre tout ça dans un seul livre qui fait foi, et donc il y a eu un concile qu'on appelle le concile de Donc, nous avons été coupés, nous en étions au concile, un concile dont tu parlais, et je n'ai pas entendu parler je n'ai pas pu comprendre de quel concile était question, puisque la connexion a été coupée. Oui, donc tout simplement, il s'agit du concile de Nicée dans lequel on a essayé de définir les limites du christianisme, puisque c'était un joyeux bordel dans l'Empire romain où chacun avait sa propre définition de la chose, chaque évêque, chaque église, chaque endroit. Et puis donc on a fait un bouquin super sympa qu'on appelle la Bible, avec des choses qui vont dans le sens du christianisme tel qu'on voulait le créer à l'époque, et on exclut des ouvrages super intéressants, notamment pourquoi pas de psychédéliques, mais on les exclut tout simplement parce que c'est absolument pas souhaitable dans quelque chose que l'on souhaite ordonner et surtout intermédier. Et c'est un peu plus tard qu'est venue l'interdiction pure et simple des cultes à mystère, c'est sous Théodose, quelques années plus tard, où on a interdit l'absorption d'ergot de seigle, des cultes à mystère, tout ce qui n'allait pas dans le
sens du christianisme. Mais on se rend compte aujourd'hui que le christianisme a été beaucoup, beaucoup inspiré de ces cultes-là, notamment le lien entre Dionysos et Jésus, ou des choses comme ça, qu'on peut vraiment, vraiment retracer à travers l'histoire et retracer comment les différents cultes se sont influencés les uns les autres, jusqu'à arriver à une pratique religieuse où on perd, pour ainsi dire, la substantifique moelle, c'est-à-dire on perd le lien au transcendant, c'est-à-dire on se fie à un bouquin, à des règles, à des dogmes, à des pratiques pour certaines religions, mais par contre, on exclut la chose qui permet d'accéder à cette éventuelle vérité ou cette éventuelle divinité qui est en fait la substance ou la plante ou le champignon psychédélique. Et donc, en gros, d'une certaine façon, ce serait la culture qui remplace l'expérience directe, finalement. Exactement. OK. Exactement. Dans ce que tu nous dis, finalement, ça aurait été finalement, ces cultes secrets, en fait, auraient systématiquement contenu ou quasiment systématiquement contenu certaines plantes qui ont été évincées au profit de la culture de la religion elle-même plutôt que l'expérience qui aurait fait autant de prophètes que d'expérimentateurs au final. Oui, 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 il y a beaucoup, beaucoup de travaux très sérieux qui parlent de ça, qui parlent de ces hypothèses. Et j'aime bien faire le parallèle, ça m'amuse, entre les religions et le culte du cargo. Je ne sais pas si tu connais le culte du cargo, mais c'est... Je connais la chanson de Serge Gainsbourg. Oui, ouais, Voilà. mais c'est en fait cette propension des populations autochtones qui n'avaient pas de contact avec le monde occidental, qui, à partir du moment où on commençait à recevoir des visites d'avions, ont commencé à faire du mimétisme parce qu'ils pensaient que tout ce que les Occidentaux avaient leur venait de Dieu. Donc, si on se comportait d'une certaine manière, on allait avoir la même chose, voire même on allait favoriser leur venue en avion en construisant par exemple des pistes d'atterrissage ou des petits avions en bois, puisqu'en fait le lien de causalité leur était inconnu. Donc on est dans le simulacre. D'accord. Et la religion est un simulacre d'expérience psychédélique. Oui, ouais, Une tentative de reproduction d'une expérience de laquelle on a supprimé la seule chose vraiment efficiente, c'est-à-dire l'outil que nous donne la nature pour accéder au transcendant. Est-ce que tu penses que de cette façon, on pourrait dire que la société occidentale actuelle, finalement, est l'enfant de cette approche-là, finalement, qui est une sorte de simulacre et qui, par extension, en fait, pour des raisons, on va dire, réadaptées au monde moderne, a interdit les psychédéliques pour une période aussi longue, finalement. C'est toujours ce problème. Le problème qui revient systématiquement, finalement, c'est rendre à chacun son expérience directe, en fait, au profit d'un schéma global. Exactement, exactement. Et ce qui est intéressant aussi de noter, c'est que les mystères d'Éleusis, donc ce culte à mystère dans lequel on consommait de l'ergot de seigle, a duré 2000 ans. D'accord. Et Platon y est passé, tous les plus grands penseurs grecs y sont passés, Marc Aurèle qui était empereur y est passé, mais je ne sais pas si on se... Enfin, moi j'ai toujours du mal à m'en rendre compte, c'est 2000 ans. 2000 ans de pratique psychédélique, quoi. Hein. Et sans toutes les pratiques psychédéliques parallèles que nous n'avons pas enregistrées, hein, à travers la bière, à travers le vin, à travers la consommation de champignons, etc. Oui, le druidisme, a priori, doit avoir quelque chose à faire avec les psychédéliques, sauf qu'ils n'ont laissé rien d'écrit, donc a priori... Absolument. D'accord. Ok. Est-ce qu'il y a d'autres informations de cet ordre-là que tu pourrais nous expliquer à ce sujet-là? Ouais, on peut un petit peu avancer dans l'histoire, hein, c'est-à-dire qu'aujourd'hui, on connaît, c'est pareil, ça revient à la mode, hein, la sorcellerie en fait. Hein. Oui, il y a un trait, le hashtag witch sur Instagram. Ouais, bien sûr. Mais attention, hashtag witch, surtout sans les plantes, parce que c'est dangereux. Donc on fait plein de choses, on fait des pentacles, on allume des bougies, on allume des encens, qui bien sûr ne sont pas psychédéliques, mais on va jamais au fond des choses, quoi. Ouais. Donc en fait, la sorcellerie, c'est tout simplement le mot que le christianisme a donné au chamanisme occidental. Pour toi, c'est absolument corrélé, quoi.
Oui, c'est ma conviction intime. Et en fait, c'est juste une manière de péjoriser, ça se dit? Je ne sais pas si ce mot Hmm. existe, mais D'amoindrir, de ridiculiser, de tourner en ridicule. ouais, ouais, de diaboliser, de diaboliser. D'ailleurs, les sorcières de l'époque qu'on brûlait hein, sur les bûchers étaient accusées de pactiser avec le diable, de faire l'amour avec le malin, etc. On peut aussi parler du symbolisme du ballet, pourquoi elles ont un ballet dans l'imaginaire collectif. Mais en tout cas, c'est un chamanisme qui existait en Occident, dans l'Europe telle qu'on la connaît, avec les plantes endogènes, qui étaient la mandragore, la jusquiame, la belladone, le datura, l'amanite. Mhm. Tout ça, c'était un chamanisme européen qui existait au XIIIe siècle et qui a été requalifié de sorcellerie. Voilà. D'accord. Mais encore une fois, on avait, à travers ces pratiques chamaniques-là qui ont été renommées sorcellerie, on avait un accès direct, on avait une expérience directe. Et c'est ça, en fait, qu'on détruit. Est-ce que tu as une explication de pourquoi aujourd'hui cette résurgence justement de tout un tas de choses qui ont été laissées de côté, que ce soit la sorcellerie, que ce soit les psychédéliques, etc. On voit qu'à l'heure actuelle, on a une espèce de résurgence d'intérêt pour des pratiques en fait qui, à l'heure actuelle, sont complètement dispatchées les unes par rapport aux autres. Il n'y a pas vraiment de lien entre la pratique de la sorcellerie un petit peu qu'on peut retrouver, enfin, dont on peut entendre un petit peu parler en ce moment, les psychédéliques sur un plan thérapeutique, tout ça n'est pas encore relié aujourd'hui de façon intrinsèque, mais on a cette résurgence de tous ces éléments-là. Qu'est-ce que c'est ta compréhension? Est-ce que tu as une compréhension de ça? Est-ce que Non, pas une compréhension, peut-être tout simplement une une analyse ou interprétation. une Ouais, interprétation? ouais, ouais. C'est tout simplement, on est en train de grandir en conscience écologique, en fait. On se rend compte qu'on le monde a des ressources finies, qu'on est en train de consommer tout ça, qu'on est en train de détruire tout ça. C'est le réveil d'une conscience écologique qui, bien sûr, est baquée du coup par la science qui nous explique que voilà ce qui est en train de nous arriver au point de vue écologique. Eh bien, tout simplement, il y a une propension des masses à se tourner vers des choses qui sont plus archaïques. C'est ce que Terence McKenna a appelé le renouveau archaïque, c'est-à-dire on est en train de se rendre compte qu'on a coupé le lien avec le sacré. Le sacré, notamment, habite dans la nature. On a coupé le lien avec la nature. Et donc, on commence à s'interroger de manière assez naïve. Encore une fois, on est dans le chamanisme très commun qu'on voit sur les réseaux sociaux ou dans la sorcellerie que tu vois, que tu décris sur Instagram. On est dans du simulacre, encore une fois. On est dans la tentative de reproduire quelque chose qui fut un temps sacré ou qui nous a permis de nous reconnecter à la nature sans l'essentiel. Après, il faut bien Et commencer quelque part. oui, moi je suis tout à fait d'accord. Hein. J'évite juste de donner du crédit à toute approche prétentieuse en ce qui concerne le chamanisme et la sorcellerie. Mais en fait, au centre de ces deux pratiques, qui sont la même pratique, il y a tout simplement des cadeaux de la nature. Il y a une phrase qui me plaît beaucoup, je ne sais même plus de qui elle est, je crois que c'est Aldous Huxley, qui dit « Il y a plus de sagesse et de spiritualité dans un cactus que dans tous les livres, les mosquées et les églises du monde. Belle citation, » Ah c'est vrai. Ouais, mais c'est vrai, c'est quelque chose, enfin, c'est quelque chose les gens qui font cette expérience-là sont quand même amenés à constater d'eux-mêmes, quoi. Mais ça reste très abstrait, ça reste très très abstrait pour qui en entend parler sans en avoir fait l'expérience, mais c'est quelque chose qui effectivement devient très réel une fois qu'on a été initié à cette pratique-là. voilà. Ok. Voilà, donc l'histoire est parsemée de ces pratiques psychédéliques, voire même des accidents psychédéliques, hein, puisque il y a quelque chose que tu dois sans doute connaître qu'on appelait d'abord le feu de Saint-Antoine, et qu'ensuite on a appelé le mal des ardents, et qu'ensuite on a appelé l'ergotisme, qui est en fait l'intoxication accidentelle à l'ergot de seigle, et dont le Moyen Âge est parsemé. Donc il y a aussi tout ça, sauf que on a décrit ces accidents-là sous un jour pas très positif, puisque tout simplement, encore une fois, c'était l'Église qui Ouais. dirigeait et qui devait donner la couleur de quelque chose.
Alors moi j'avais entendu effectivement qu'il y avait eu des accidents avec l'ergot de seigle en période de famine où certaines, on va dire certaines farines évidemment frelatées par l'ergot de seigle avaient quand même été préparées pour faire du pain, Oui. enfin, provoquant des espèces de trans généralisées dans les villages. Effectivement, j'avais déjà entendu parler de ça. Ouais. Donc voilà, on a déjà bien parlé de beaucoup de choses. Hmm. Euh, Bah, c'est est-ce très qu'il y a- cool, c'est déjà pas mal. Est-ce qu'il y a d'autres choses que tu as envie d'ajouter? Est-ce que tu penses que c'est le moment de conclure? on peut conclure et je pense qu'il y a plein de choses qui vont nous revenir. On dit bah voilà, Comme à chaque on aurait fois, dû. comme à chaque fois. J'avais pris des notes, hein, mais quand même. Ouais. Est-ce que, est-ce que tu veux nous parler de ton travail à l'heure actuelle par rapport au psychédélique? Est-ce que tu veux nous parler de ce que tu... Ce Aucun que... travail avec les psychédéliques, si ce n'est mon travail personnel. Mhm. euh, on peut pas appeler ça un travail, hein, on peut appeler ça une exploration, toujours dans un cadre légal. Alors aujourd'hui, la situation sanitaire ne nous permet pas de voyager aisément, mais il faut savoir par exemple que l'ayahuasca est inscrit au patrimoine culturel et historique du Pérou, par exemple. Il est légal dans beaucoup de pays d'Amérique du Sud. Euh, et notamment légal à la consommation en Espagne. On peut le consommer. Après, il y a des zones grises et des vides juridiques en Suisse et en Italie, ce qui fait que des pratiques ont lieu. Mais voilà, en France, on a quand même un avis sur la question. Il faut savoir que l'ayahuasca n'est interdit que depuis 2005. Mais voilà, tout ça est en train d'évoluer. On est en train de dépasser cette notion de croyance, cette notion de diabolisation. J'aime beaucoup toutes ces rumeurs qui décrivent, que tu connais aussi, quand tu prends de LSD, tu sautes par la fenêtre, tu mets ton bébé dans le micro-ondes, Mhm. enfin des choses fantastiques comme ça. Ouais, moi j'avais entendu ça sous le terme de choc à pic, le type qui avait pris du LSD en étant au sport d'hiver, qui a regardé par la fenêtre, il voyait de la neige, il a dit qu'il s'est cru être un choc à pic, il a sauté par la fenêtre en criant choc à pic. Voilà, c'est D'accord. l'histoire avec laquelle on a diabolisé Ouais. les psychédéliques quand j'avais 15 ans, donc voilà, ça m'est resté. C'est quand même assez loin de C'est la l'expérience réalité. véritable, mais pourquoi pas? Pourquoi pas? Oui, bah Ouais. oui, il y a tout un travail de dédiabolisation et d'ouverture de dialogue qui est à faire et auquel je trouve que tu as très justement contribué aujourd'hui dans cette vidéo. Ouais. Donc bah, écoute, je te remercie beaucoup. Voilà. Et tu parlais de cheminement personnel. Moi, des gens font beaucoup mieux le lien que moi entre psychédélique et thérapeutique. Moi, je fais le lien entre psychédélique et spiritualité. Et en fait, les expériences, selon moi, les expériences psychédéliques ne peuvent se passer d'une recherche personnelle, ne peuvent se passer d'une discipline personnelle. J'aime pas trop le mot discipline, ni ascèse, mais en fait, dans ma conception des choses, on ne peut pas, dans cette démarche-là, dans cette approche-là, dans ce chemin, on ne peut pas se passer de méditation. C'est pas possible. En fait, euh, l'usage détourné des psychédéliques, c'est d'aller prendre des psychédéliques pour aller faire la fête. Et en fait, quand on fait la fête ou qu'on est dans un contexte social où on parle de tout et de rien, on est en train de vivre quelque chose à l'intérieur de nous et c'est comme ça que la plupart des gens consomment ces substances-là. Et en fait, il y a plein de choses qui viennent nous sortir de nous-mêmes. La vanne qu'a raconté machin, la musique, cet événement. Et en fait, on est constamment perturbé par des stimuli extérieurs. Ouais. Alors qu'en fait, ces expériences-là peuvent se faire avec des doses infiniment plus petites, couplées à une pratique méditative, ce qui permet d'accéder à des niveaux de conscience et des niveaux de réalité qui sont très différents, à la fois des pratiques méditatives seules et à la fois des pratiques dites psychédéliques, mais qui sont en fait des pratiques récréatives sans aucune dimension spirituelle. Mon D'accord. chemin, et c'est là-dessus que se base, sur lesquels repose la plupart de ce que j'écris ou des conférences que je donne, c'est tout simplement
avancer vers la prise de conscience qu'il existe quelque chose qui n'est pas délimitable par la science, mais qu'il existe quelque chose de beaucoup plus grand que nous, qui va s'englober sous le terme, qui va se comprendre sous le terme spiritualité, et on pourrait penser, par exemple, à l'existence d'une âme, à l'existence d'une conscience universelle, à l'existence d'une intelligence universelle. Et les psychédéliques, et plus précisément une sous-catégorie qu'on appelle les entéogènes, nous permettent de toucher du bout du doigt cette réalité. Non pas comme une réalité complètement déformée ou délirante, mais comme quelque chose de beaucoup plus sérieux et de beaucoup plus tangible que notre réalité quotidienne. Voilà. Merci beaucoup, Stéphane. Merci à toi. À bientôt. À bientôt.